Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger. Bonjour à toutes et à tous, c'est Einstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de cette J12. Voilà, ça fait 3 journées que je n'ai pas fait de vidéo, voilà. On reprend les bonnes vieilles habitudes, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre club a gagné ce dimanche. Et on va aller voir ce qui s'est passé dans cette 12e journée. Allez, on va commencer avec un club qui est plutôt actif. C'est le Celta Vigo qui prend ses marques, qui prend ses aises, qui a gagné 1-0 face au Stade de Reims. Sur un but à la 92e. Un but qu'on attendait tant puisque le match n'était pas très amenant, on va dire ça comme ça. Voilà, mais c'est grâce à un but plein de haine de Brereton Diaz que le Celta Vigo a réussi à gagner ce match face au Stade de Reims 2 contre 6. C'était un match plutôt tactique plus que beaucoup de jeux. Voilà, ça arrive hein, bien sûr, ça arrive aussi dans la vraie vie. On fait avec et voilà. On retiendra du coup la bonne prestation de Brereton qui aura réussi à donner son empreinte sur cette partie. Voilà, Brereton qui pourtant on pensait qu'il allait être un peu invisible suite à l'explosion de Monsong. Monsong on l'a pas beaucoup vu face au Stade de Reims, il faut dire. Il a été vite remplacé par Denis Suarez qui a été tout simplement étincelant sur sa rentrée puisqu'il a mis directement une passe décisive pour Brereton Diaz. Bref, Denis Suarez, j'ai beaucoup critiqué sur l'aile, mais ça a très bien marché, donc je le mettrais en top s'il était là. Denis Suarez, parce que franchement, c'est un super joueur de ballon, et j'étais le premier à le critiquer, parce que c'est pas un joueur qu'on voit sur l'aile normalement, c'est un joueur plutôt technique, plutôt milieu de terrain, et finalement, sur l'aile, ça fonctionne très bien. Donc, que dire, on peut rien dire sur Denis Suarez. Voilà, donc ça a été un match assez fermé comme je l'ai dit. C'est peut-être aussi grâce à un bon Aidou qui a maintenu la défense du Celta, qui a maintenu complètement Enes Unal, qui a été pour moi un flop du match. Voilà, malgré son 80 de général, il a rien pu faire face à l'international ghanéen. Voilà, donc ça a été très intéressant ce match. On va aller revoir les buts parce que oui, aujourd'hui j'ai pris l'initiative de reprendre les buts. Voilà, parce que pour moi ça me paraissait intéressant. Donc on va revoir une première action. On peut voir ici que Aidou force la passe de Unal pour Spertian, mais du coup laisse un espace. Il est un peu seul Spertian et en fait il était hors jeu, donc ça, en fait c'était très bien joué de la part de Aidou. Au final, il va marquer sur ce but, quoi, on n'avait rien pu faire, mais finalement ça ne change pas grand chose vu qu'il est hors jeu. Voilà, on peut voir que la paille de Aidou en fait ça fait que Spertian est hors jeu, grâce au bon positionnement de Alderete aussi, hein. Et aussi de la défense. On peut voir vraiment que ça a été une très bonne défense du côté Celta. C'est un des points positifs à retenir sur ce match, en tout cas côté espagnol. Côté français, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, on peut voir le décrochage d'Aidou sur Unal et la défense qui s'aligne super bien pour le hors-jeu de Spertian. Franchement, ça a été très très bien fait. Donc voilà, le Stade de Reims qui peut s'en vouloir parce qu'ils ont eu leurs occasions quand même, mais malheureusement ils n'ont pas su les concrétiser. On va avoir une action cette fois-ci côté Celta avec Brereton Diaz qui frappe, et très bel arrêt de Diouf, clairement. Il aurait peut-être pu s'avancer un peu plus, mais très bien muselé aussi par Mateusz Reis. Voilà, donc Brereton qui rate cette occasion, et enfin du coup le but. Voilà, donc Denis Suarez sur son côté droit qui... Pardon, attendez, c'est qui ? C'est Godoy qui la passe au milieu de terrain pour Lee Jae-sung et qui ensuite a vu l'appel de Denis Suarez qui trouve une passe pour Brereton Diaz. Vous voyez là, c'est Godoy pour Lee Jae-sung. Lee Jae-sung, Luis Suarez, son appel, et qui a vu
l'espace là, qui a vu cet espace là pour Brereton Diaz qui n'a plus qu'à frapper dans le but presque vide, puisqu'il y a encore le gardien. En tout cas, il est juste très très bien, hein. Il fait ça très très bien, Brereton Diaz. Non, franchement, il revient bien sur ses derniers matchs, l'international chilien. C'est un joueur à ne pas sous-estimer côté Celta Vigo. C'est vrai qu'on a beaucoup vu au Mwansang ces derniers mois. Pourtant, Brereton, ce mois-ci, est clairement meilleur que son compatriote pas du tout, son coéquipier coréen. Allez, notre deuxième point, c'est faille énorme. Il y a eu beaucoup de failles et finalement on arrive sur une normalité. Feyenoord qui bat 2-1 Bologne. Feyenoord de Aurel Mangala, que je mettrai comme l'homme du match et non pas Mihailovic. Mangala qui a su museler le milieu de terrain de Bologne. Milieu de terrain qui est passé d'un 4-4-2 à un 4-3-3. Ça a été bien mieux avec un 4-3-3, mais un 4-4-2 insuffisant côté Bologne qui n'a pas su faire ses preuves, puisque avec ce 4-4-2 ils ont pris directement les deux buts de Feyenoord. Voilà, ça s'est joué vraiment en 40 minutes le match. Mihailovic et Joshua King qui marquent pour Feyenoord, ce n'est pas étonnant. Santiago Jiménez à la passe, peut-être étonnant de le voir plus à la passe, mais je crois que c'est la norme justement cette année pour Feyenoord. Santiago, il n'est moins Santiago, mais il est plus passeur. Et une passe d'Aurel Mangala. Et en fait, voilà, Bologne en fait a beaucoup subi à cause de son milieu à deux. Ils se sont fait beaucoup prendre par ce coin-là. Et en fait, Ginier Uti Silva a décidé de changer en 4-3-3 offensif, comme d'habitude, avec un Moussa Barro en numéro 10 qui a clairement prouvé. Je trouve que c'est une position qui doit être beaucoup plus souvent alignée pour Moussa Barro. C'est une position qui lui va mieux. Le poste du numéro 10, en tout cas, voilà, ça se prouve déjà niveau stats, puisqu'il a fait une passe D pour Beto qui a enfin fait son retour dans un pot d'un titulaire. On l'avait plus beaucoup vu et finalement voilà, il remarque. Ça fait plaisir, mais bon, malheureusement ça a été insuffisant. Feyenoord a su trouver la clé défensive face aux assauts de Bologne. C'est dommage parce que voilà, Bologne, grâce à son changement de tactique, le 4-3-3 a changé la physionomie du match. Pas assez malheureusement. S'ils avaient démarré avec un 4-3-3, peut-être que Bologne aurait réussi à gagner. En tout cas, c'est une prestation à ne pas retirer de Feyenoord, clairement pas. Avec une bonne défense Vogt Trauner. C'est vrai que Trauner, on le voit moins cette saison, au profit d'un Simon Vogt. Kevin Vogt. Je dis toujours Simon, je sais pas pourquoi. Voilà, un Aurel Mangala très complet au milieu de terrain qui a su dominer ce match. Ou encore un Mihailovic, comme d'habitude, voilà, tout le temps dans les bons coups. Donc on va aller revoir ses buts. On va commencer avec le but de Mihailovic justement. Voilà, c'est Mangala qui trouve une bonne passe pour voilà, c'est Mangala qui fait le jeu, qui donne à Lookman. Là, il est un peu seul, hein. Là, les défenseurs, ils auraient pu avancer, mais finalement, il reste en position et en fait, il se décante un peu trop tard plutôt, parce que là, Enda en fait là du coup, il vient sur Mangala. Et du coup, il y a clairement un espace ici pour le donner à Mihailovic qui peut frapper. Voilà, Feyenoord joue très bien ses coups. Clairement, ils en profitent. Ravaglia peut peut-être faire mieux. En tout cas, voilà, c'est Aurel Mangala qui aiguille le jeu côté Feyenoord. Je ne sais pas s'il fait ça avec Lyon, mais en tout cas, c'est clairement le cas du côté de Feyenoord. On va ensuite passer au deuxième but de Joshua King directement. Cette fois-ci, Santiago Jiménez à la passe. Voilà, qui a vu complètement l'appel de Joshua King. Romagnoli peut clairement mieux faire, pourtant c'est Joshua King, c'est pas un joueur très physique, mais là il se fait prendre complètement sur une retournée, enfin une retournée, pas une retournée acrobatique, mais une feinte de corps, et Joshua King n'a plus qu'à la mettre au fond en fait. Et ouais, Romagnoli est clairement fautif sur ce coup-là, parce que c'était à lui de prendre Joshua King et il n'a pas su prouver. Voilà, en fait il vient beaucoup trop tard et il se fait prendre, par le dribble de Joshua King, cette petite roulette qui fait le job. Mangala qui célèbre avec Joshua King, qui montre en tout cas la complicité dans cette équipe de Feyenoord. Et du coup après, oh mince, j'ai mis le son. Je savais même pas que je pouvais mettre le son. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais mais voilà, du coup on va passer au but de Beto. Le but de Beto après, du coup, c'est venu après l'intervention de Ginier Uti Silva qui est repassé dans un 4-3-3 offensif. Et on a tout de suite vu du mieux. Avec un... je sais pas ce qui... C'est...
Je crois que c'est Sidi Djardjou qui trouve Barreau dans l'axe, je crois. Ouais, ouais, c'est Sidi Djardjou. Là, clairement, c'est une très belle déviation. Là, il y avait un gros trou pour Moussa Barreau. Et ensuite, du coup, c'est pour Beto qui n'a plus qu'à frapper dedans. Il y avait un gros trou. Bref, on retrouve un bon Bologne. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et on peut voir que Bologne s'est encore procuré beaucoup d'occasions puisque voilà, il a fallu de peu pour que Mandragora marque le but de l'année, tel un Zlatan Ibrahimovic face à l'Angleterre en 2012. C'est dommage pour Bologne qui avait je pense, qui je pense pouvait faire mieux sur ce match. Mais Feyenoord a été implacable sur ce match et en tout cas bravo Louis d'avoir trouvé la composition qu'il fallait du côté de Feyenoord, c'est une équipe très complète et elle fait peur maintenant cette équipe de Feyenoord. Allez, troisième point, on va parler du PSV qui avait l'opportunité de repasser premier s'il gagnait contre l'AS Alkmaar. Et c'est ce qui s'est produit. Bravo Amaury, je suis fier de toi. Ça a été franchement un très très grand match de football. Non. non, non, ça n'a pas été un très grand match de football. C'était un match d'émotion, on va dire 1-0, but de Mbala Nzola à la 45e plus 3, l'arbitre qui avait laissé du temps et qui en a profité pour le PSV, la Z qui a été très en dedans hein, sur ce match. Clairement, le PSV n'a pas poussé pour gagner ce match, mais ils ont été très réalistes et ils ont été meilleurs, clairement meilleurs que les Alkmaar qui a été apathique, je trouve, ce dimanche. Si je dois retenir plusieurs joueurs du côté du PSV, tout d'abord, parce qu'on retient les gagnants, ce serait déjà un bon Kai Wagner qui est maintenant titulaire sur le côté gauche. On avait plutôt l'habitude de voir un Dinaï Bimbe, mais Amaury a décidé de faire confiance à Kai Wagner face à Alkmaar et ça a franchement fonctionné. Il est fini homme du match. C'est intéressant de voir ce que Kai Wagner peut donner. On retient bien sûr le buteur, Mbala Nzola, qui a été tout simplement légendaire hein, sur cette action. Clairement, sans lui, la Z restait premier, le PSV ne passait pas devant. Et je retiens aussi la bonne défense entre Flecken, Niakate et Mancini qui prouve de match en match que c'est une des meilleures défenses du championnat. Et clairement, bravo Amaury de les avoir dénichés les trois parce que c'est du très solide. Du côté de la Z Alkmaar, c'est dur de retenir des flops parce que ça a été toute l'équipe qui a flop franchement. Si je dois vraiment retenir un, c'est Maxwell Cornet. J'avoue, Carlson me manque. Carlson me manque parce que Maxwell Cornet c'est pas le même joueur du tout. Et clairement là, Maxwell Cornet, qu'est-ce qu'il a fait du match? Rien du tout. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Donc voilà, et peut-être aussi un bémol sur Martin Cindy qui a malheureusement pas fait un énorme match, qui a pas su contenir Mbala Nzola. Voilà. C'est dommage. On va aller revoir le but d'Mbala Nzola. Clairement, c'est Martin Cindy là qui se fait prendre directement. Là, il doit être totalement à droite. Je vois pas pourquoi il est ici. Et finalement, là, il y va tout seul. Et là, du coup, il a un gros trou. Et il y va. Dans l'instinct d'un buteur finalement. Enfin, clairement, là, Martin Cindy aurait dû être là pour couvrir un assaut axial de Mbala Nzola. Mais il n'a pas été là. Et du coup, Mbala Nzola était un peu seul. Peut-être c'était un repli de corner. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son manque de vitesse et son manque de placement, en fait, lui a valu pas mal de fautes. On va revoir quand même une action de la Z Alkmaar qui est sûr en procurer, mais sans plus. Ou encore un corner de Sekou Niakate qui passe juste au-dessus. Enfin, non, même pas au-dessus, c'est passe à côté. Enfin, ça montre le match peu impressionnant des deux équipes. Mais ça profite au PSV qui passe premier du championnat. Bravo Amaury. Allez, on passe à notre avant-dernier point. On va parler des Rennais. On a failli faire un débat sur le fait que ouais, Rennes pouvait-il rester invaincu? On n'a même pas eu le temps de le poser. Burnley les a éteints et a rallumé le feu derrière. Voilà, victoire 2-1 de Burnley.
sur un match très, très costaud, avec plein de suspense, puisque le 1 partout était resté jusqu'à la 85e. Un match où on a vu Matic marquer sur une action très heureuse, mais on a vu un Burnley clairement au-dessus sur ce match, clairement. Que ce soit offensivement, défensivement. Clairement, ça prouvait la force du collectif de Burnley, de Younes qui construit une très très belle équipe. Le retour de Bebou qui est vraiment le roi de cette équipe. Voilà, clairement, ça fait très plaisir de revoir Burnley à ce niveau-là. La vente de Saint-Maximin leur a fait beaucoup de bien. Et il se décante de plus en plus. Si je dois retenir des tops, j'ai tendance à dire toute l'équipe, mais si je dois retenir vraiment des points importants, je dirais que c'est Ulrich Soltnes qui marque enfin des points dans cette équipe de Burnley. Il ne l'avait pas vraiment prouvé, je trouve, depuis le début. C'était surtout Robertone et De La Cruz. Mais cette fois-ci, Ulrich Soltnes a été très important au sein de l'effectif anglais. On peut voir aussi très belle complicité en attaque entre Zaha, Bebou et Benson. C'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Qui va pouvoir les arrêter, les trois? Qui aura une défense de fer pour les arrêter? Je ne sais pas. En tout cas, il ne faudra pas se lever tard. Et enfin, je retiens aussi la prestation de Santiago Bueno, qui aura muselé, pas que Santiago Bueno, Bueno et Renildo, qui aura muselé l'attaque de Rennes, que je mets tous les trois en flop. Ils auraient pu faire mieux. Finalement, sur l'ouverture du score, c'est très heureux de la part de Matic, la frappe a été contrée de beaucoup de joueurs. Je crois qu'il a été contré par Renildo et par pas les revoir. Voilà, c'est une frappe très heureuse qui trompe le gardien adverse, clairement. Elle est là, la frappe de Matic. C'est contré par Robertone puis par Renildo. Enfin, clairement, c'est pas de chance pour Mathéus. Et il pouvait rien faire sur cette frappe de Matic. C'est pour ça que je vais pas retenir l'attaque de Rennes, clairement pas. Parce que ils ont rien prouvé, franchement. Le Matic a été bon, sans plus, en vrai. Le jeu l'a désigné comme homme du match. C'est généreux, c'est très généreux. Donc voilà. Relvas aura fait quand même un bon match sur son côté gauche. Mais sinon, à part eux, ça a été un peu dur. Ça a été un peu dur, Rennes, face à Burnley. Normal, quand on perd d'une vraie... Enfin, quand on perd, je peux pas retenir beaucoup de joueurs positivement, finalement. Donc c'est logique. Donc là, on peut voir du coup Ulrich Soltnes. Non, c'est Robertone qui a vu un très bel appel de Bebou. Malheureusement, je crois que cette action aussi, elle finit dedans parce que en fait, ça part de Robertone qui la donne à Bebou. Et Bebou, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'appel d'Ulrich Soltnes qui n'a plus qu'à frapper derrière. C'est magnifique. C'est magnifique ce que propose Burnley sur cette action. Là, la passe aveugle de Robertone pour Bebou qui refait une passe aveugle mais en talonnade pour Soltnes qui pourtant n'est pas un finisseur aguerri qui réussit à le mettre au fond. Non, franchement, c'est très très beau. C'est très très beau ce que montre Burnley. Et enfin, on va voir le but de Manuel Benson dans les tout derniers arrêts de jeu. D'une contre-attaque, Bebou qui a vu la contre-attaque de Benson. Alors, j'ai dit que Relvas avait fait un bon match, mais pourtant c'est lui le fautif. Clairement, c'est lui qui aurait dû prendre l'appel de Manuel Benson. Mais finalement, il n'y avait personne. Il restait plus que sa vitesse pour la mettre au fond. Burnley peut exulter. Burnley trouve sa victoire la plus importante de la saison. Et qui vient arrêter la très belle série de Rennes. Et enfin, comment ne pas parler de ce match? Une pierre à polir pour Saint-Pauli. Une histoire à écrire. Saint-Pauli a gagné 1-0 à l'extérieur face au dernier champion en titre du championnat 1, Leeds. Saint-Pauli qui est donc au-dessus en termes de points du FC Bâle. Saint-Pauli pour l'instant gagne le duel entre les deux losers. Non, franchement c'est beau. C'est beau parce qu'on a vu une équipe conquérante malgré un carton rouge de Jackson Irvine. Le RP nous dira que c'est une équipe conquérante à 10. La réalité, on nous dira que c'est le théorème du carton rouge. Mais ça a profité pour Saint-Pauli. On pensait que ça allait faire 0-0. Mais finalement, un but à la 92e éteint cette équipe de Leeds. Et qui permet à Saint-Pauli d'exulter. Non, franchement, ça a été très beau. On a vu aussi un très très bon match de Mladenovic.
que franchement, c'est un super joueur, on l'avait pas beaucoup vu. On avait vu plutôt Shaibi à sa place et c'était pas Canon. C'était Artel normalement à droite. Et là, Mladenovic qui a eu la confiance du coach et qui l'a totalement redonné. Enfin, franchement, c'est un de mes tops parce qu'il a été offensivement très bon, défensivement très bon. Non, franchement, c'est un latéral gauche de très très haut niveau, même je dirais plus un piston gauche. Non, franchement, bravo. Bravo Fumiko de l'avoir clairement acheté parce que c'est une très très belle recrue. On va parler aussi en fait je cherchais mais Robin Corr. Robin Corr non. Henrik Corr. Robin Corr c'est un ancien joueur de Leeds. Henrik Corr qui est clairement le super sub que Saint-Pauli attendait. Carlos Junior ne faisant pas de très belles prestations jusque-là, Henrik Corr rentre et marque. Toujours. Voilà. Clairement c'est un petit formé à l'Arminia Bielefeld, recruté 500 000 euros à Saint-Pauli cet hiver. Et franchement, quelle recrue d'Henrik Corr. Bravo Fumiko pour avoir déniché cette pépite. Henrik Corr, comme to the new Parrot, here we go. Donc voilà, je vais aussi retenir encore une fois un bon match de Hubbers qui aura muselé Ruther, Brennan et tout ça, tout ça. Et aussi un bon match de Shaibi sur son côté droit. Shaibi, je suis très fan en tant que piston. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est vraiment le cas. Donc voilà, c'est très bien fait de la part de Saint-Pauli. Ça fait plaisir parce que Fumiko, tu le mérites. Et malheureusement, enfin, c'est le prisme du RP. Leeds ne mérite pas non plus de perdre. Et malheureusement, c'est dur pour eux parce que ils ont pas fait un mauvais match en soi. Ils sont juste tombés contre la théorie du carton rouge. Et en fait, une équipe vaillante de Saint-Pauli. Certes, ça manquait d'agressivité en attaque, et je les mettrai tous les deux en flop parce que Ruther et Brennan n'ont pas prouvé qu'ils devaient être titulaires. Skamaka a beaucoup plus prouvé, par exemple. Donc voilà. Le milieu de terrain, Alexis, Kevin, les frères McAllister, n'ont pas fait un mauvais match dans l'ensemble. Est-ce qu'ils étaient complémentaires pour autant? Je pense que Kevin ne doit pas jouer milieu de terrain. Je pense que c'était une erreur de le mettre en poste de numéro 8. Pour moi, c'est un défenseur central, voire un défenseur droit, mais pas un milieu. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a manqué d'agressivité en attaque. Et c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, ça en a profité pour Saint-Pauli qui a sa deuxième victoire de la saison après sa victoire face à la Z Alkmaar. Non, franchement, c'est trop beau. On va voir les actions, hein. Voilà, c'est une première action de Leeds. Mais là, pareil, enfin, Brennan, je sais pas pourquoi il a donné à Ruther. Ruther le réclame, hein. Mais il décide d'y aller tout seul. Là, c'est clairement une faute de Brennan. Il aurait pas dû y aller tout seul. On va voir le carton rouge de Jackson Irvine. Je crois que c'était une grosse faute qui méritait largement un carton rouge donné par Madame l'arbitre. On va aller revoir ce tacle, mais ça prouve aussi la hargne que Saint-Pauli avait sur ce match. Ouais, clairement, là, il y avait rouge. Hein. Il y avait rouge de Jackson Irvine. Mais ça prouve aussi l'intention qu'il voulait donner à ce match. Et là, clairement, là, il y a une faute déjà défensive. Et ensuite, je, qui tient debout comme ça? Attendez. Hop. C'est Clayson. Clayson qui est pareil, est rentré. Clayson là, il se fait pas bouger. Ils sont à 3 contre 1 sur lui. Et il arrive à les passer quoi. Ça c'est une dinguerie. Je sais pas c'est qui. Je pense qu'il y a Pino, Kevin, peut-être Dramé qui est encore là. Mais je crois qu'il était sorti Dramé. Je crois pas que ce soit Dramé. Je pense que c'est un... Non, je sais pas. Peut-être un Voutface. Non, Voutface est là. Non, ça c'est pas Skalstruck. Non, c'est peut-être Voutface. Ouais. Et en fait, là, du coup, Henrik Corr qui était seul et qui a pu frapper. Est-ce que Vicario est fautif sur ce tir? Non, c'était pleine puissance de la part d'Henrik Corr avec le numéro. Donc voilà, franchement, très très gros match. Match légendaire de cette saison 2. Et clairement,
quoi retenir sur cette journée? On a eu 1-0 de Saint-Pauli face à Leeds en pleine surprise. On a eu une victoire de Burnley face à Rennes. Rennes pour sa première défaite. Ça aussi, ça a été une surprise. Le PSV qui gagne 1-0 face à l'AZ Alkmaar. Ça aussi, c'est une surprise. 2-1 pour Feyenoord face à Bologne. C'est moins une surprise, mais c'est quand même surprenant parce que Feyenoord, on ne les attendait pas à ce niveau. Et le Celta qui prouve qu'on doit leur faire confiance. C'était une journée légendaire cette 12e journée, d'où mes réactions sur la miniature. Voilà, je pense que ça veut tout dire. Et on va faire un point classement puisque beaucoup de choses ont changé. Le PSV du coup est premier du championnat 1. La Z Alkmaar deuxième du coup, qui ne perd pas trop de place. Ça va, ils sont que à 1 point. Hein. Un faux pas du PSV, la Z revient premier. Feyenoord est derrière c'est la dictature hein, des clubs néerlandais, clairement. La C Monza qui a gagné face à Porto revient quatrième et à 3 points du titre, donc rien n'est jamais fini. L'OM qui a perdu ce week-end face au Celtic Glasgow, 4-1, est en ballottage quand même favorable, même si c'est vrai qu'ils perdent clairement de l'avance hein, sur le top 3. Ça paraît compliqué de les rattraper maintenant. Mais rien n'est jamais fini. Je pense que le goal average du plus 1 va leur faire défaut en fin de saison. Tandis que le Celtic Glasgow revient de plus en plus, très fort. Ça va être compliqué d'aller chercher le top 3, mais si on peut aller chercher une place en playoff, je dirais pas non. Le plus 8 va nous faire vraiment du bien grâce aux victoires 4-1 et 7-1, voilà. Porto qui a perdu encore. Et qui a perdu encore. Ils ont gagné contre Leeds, hein, donc je peux pas dire ça. Et 7ème. Attention à eux, s'ils continuent sur cette mauvaise lancée, ça peut dégringoler parce que Leeds et Bologne, je pense qu'ils ont la rage de vaincre pour gagner. Si Bologne et Leeds gagnent leur prochain match et que Porto perde, Porto est 9ème hein, et à la place de Bologne. Pour moi, rien n'est terminé. Le Celtic Glasgow non plus, hein, d'ailleurs. S'ils perdent et que Porto, Leeds, Bologne gagnent, le Celtic est à avant-dernier. Saint-Pauli, 7 points. N'est plus si loin que ça, attention. C'est quand même... Il y a 7 points d'écart. C'est quand même beaucoup. Mais ils sont pas... Ils vont pas sortir bredouille de cette saison, clairement pas. Et je pense que ce sera une bonne équipe en saison 3. Et du côté du championnat 2, l'écart ne se creuse plus tellement. Ils ont que 6 points d'écart. Imaginez si Rennes continue sur ses mauvaises performances et que Salzbourg et Burnley gagnent tous leurs matchs. Ça peut vite arriver. En 2 journées, ça peut être la dégringolade de Rennes. Et clairement, c'est pas fini. Rien n'est jamais fini. On va avoir une deuxième partie de saison historique, légendaire. Clairement, parce que ça va se batailler. Wolverhampton et Monaco jouent clairement leur place pour les playoffs entre les deux. C'est vraiment c'est le duel. Elias Benseguir contre Ben Yedder contre Colomwani qui va le remporter. Enfin, le Celta Vigo est donc passé devant, le stade de Reims. Genk, Hajduk et Bâle ferment la marche. Ça va être la bataille des compliqués. La bataille compliquée entre les trois qui... Ça va être dur d'engranger des points pour eux. Pour l'instant, Genk est au-dessus de 2 points. Là, si l'Hajduk gagne et que Genk perde, c'est possible que ça revienne à 19 et que du coup l'Hajduk prenne leur place. Mais je crois que Genk Hajduk c'est déjà passé dans une deuxième partie de saison. Ça fait un partout. Genk, finalement, peut-être que ce match nul était favorable pour eux. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire concis et en même temps, j'ai essayé d'analyser tout ce que je pouvais. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la 13e journée de Barclays League. Je vous dis tchuss.